Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure, une lumière que nous allons braquer sur une artiste aux multiples talents, grande combattante et résiliente, j'ai nommé Charlotte Valandré. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le disais, donc actrice, artiste aux multiples talents, vous êtes notamment actrice, comédienne, on vous a vu dans des téléfilms comme Meurtre à Mulhouse, Crime parfait, des séries télé, Demain nous appartient et bien sûr Les Cordiers, Juge et flic. Et Rouge baiser qui est très important là. Et Rouge baiser, le film qui vous a fait, où on vous a découvert à l'âge de 16 ans, bien évidemment. Écrivaine, donc vous êtes l'auteur de 6 livres, dont le fameux L'amour dans le sang en 2006. Et puis aussi, vous êtes maintenant de plus en plus chanteuse. Vous êtes là pour nous présenter votre album qui s'appelle À tout à l'heure, qui contient une chanson avec Marc Lavoine. Alors, est-ce que ça faisait longtemps que vous vouliez être chanteuse ? Est-ce que c'est... Ah oui, j'avais envie depuis que j'ai 15 ans, adolescente, j'écoutais tout le temps de la musique. Je chantais avec les chanteurs, les chanteuses. Et j'adorais ça, quoi. Et en fait, presque au lieu de faire du cinéma, j'aurais préféré faire de la musique et de la chanson. Et après, voilà. En fait, Rouge baiser vous a happé. Là, évidemment, c'est le film qui... La vie m'a emmené ailleurs, vers, en effet, le cinéma et plus tard la télé. Et puis, à 50 ans, j'ai décidé de faire un vrai album. Alors, donc, à tout à l'heure... Je dis un vrai parce que 2 ans avant, j'avais fait déjà des concerts. Alors, vous aviez déjà commencé à chanter. Avec une autre équipe, voilà, depuis quelques années. Là, il y a un vrai album, 11 titres, dont un, donc, je le disais, en duo avec Marc Lavoine, avec des titres forts. J'en cite quelques-uns. Je veux parler aux étoiles, Do Not Disturb, Mon regretté. Il y en a 11. Quel est celui qui vous marque le plus, qui vous a le plus marqué ? Votre titre le préféré ? Go et la solitude. La solitude. Et le go. Et le go, forcément, parce que ça raconte en une chanson. Séropositivité, quand vous avez appris que vous étiez séropositive. Mais la greffe cardiaque, tout, en fait. Tout. Ouais. Et ça a commencé par... Et je remercie Victor Barange qui m'a écrit cette chanson, qui est une chanson slam. Je sais pas, un peu... oui, slam, c'est vrai que vous parlez. Et où il a réussi à me coller ce que je suis. Je sais pas, j'avais été vraiment surprise parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il m'écrive un titre. Et voilà. Et la solitude, parce que c'est un ressenti que je trouve qui peut être très difficile. Et que d'ailleurs en ce moment, de plus en plus, on voit des gens dans la rue. Et parfois, on peut croiser. Alors, il y en a qui ont plus ou moins choisi de rester là. Et il y en a, quand on croise leur regard, sincèrement, on se sent con, quoi. Dernièrement, moi, j'ai parlé... parce que de temps en temps, quand j'ai le temps et que je sens... je parlais un peu avec eux. Et il y avait... je suis allée... le mec était anglais, en Irlande. C'est vrai que je me suis demandé qu'est-ce qu'il foutait là. Alors, il m'a pas parlé de son ancienne vie du tout. Et puis moi, l'anglais, je comprends pas tout. Et il me disait qu'il avait de la chance. Lui, il avait une petite chambre dans une sorte de foyer pour les gens un peu âgés. Mais il était tout à fait propre sur lui, des cheveux blancs, très... mais on sentait un truc genre... quelle vie... quelle vie de merde. J'avais pas envie de ça, quoi. Puis je lui ai dit, vous n'avez pas des amis là-bas, rencontrer des gens ? Ouais, mais personne ne parle anglais. Ouais. On va peut-être reparler de cette thématique-là dans la deuxième partie de notre émission, parce qu'on a 2 parties, vous allez le voir. Pour revenir sur cet album, donc il y a cette chanson forte, La solitude. Il y en a plusieurs, je pense. Il y en a plusieurs. Plus de temps à perdre aussi. Oui. Il n'y a plus de temps à perdre. Il y a un moment donné, quand on a survécu beaucoup d'années et qu'on arrive à la moitié d'un siècle,
on se dit, ah ouais, là, il va falloir que maintenant ça soit un peu mieux. J'ai entendu dans une interview que vous disiez j'ai survécu pendant toutes ces années, depuis 2 ans, je vis maintenant. Ah ouais, c'est ça, à peu près. Après ces 2 ans, Et c'est encore, il y cette a encore des pandémie moments aussi. difficiles. Ouais. Hein. Mais oui, je suis plus dans la... Peut-être un peu plus quand même, j'exagère. Je suis plus dans la, ouais, dans la survie, mais en effet, pendant des années, entre 20 ans et 40 ans, c'est sûr que j'étais, quoi. Et quand la pandémie est arrivée, vous n'étiez années. plus dans la survie. En l'occurrence, vous Quand étiez... quoi Quand la pandémie est arrivée, pour vous, c'était... Ah oui, j'étais plus dans la survie, là. Vous n'étiez déjà plus dans la survie. Ouais, enfin, quoique après, pendant cette Ça a été année, on était compliqué un peu dans la survie, quoi, quand même. Ouais. Ça a été une période difficile, ça? Bah, ça a été dur parce que je commençais dans la vie depuis 2 ans. Je m'étais mis à aller nager pour faire du bien à mon corps et à ma tête. J'ai mis 2 ans à trouver un rythme que je trouvais très agréable. Mais je n'ai pas commencé à aller 3 fois par semaine. J'ai commencé 1 fois. Après, je nageais au début avec de la musique. Après, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah oui, ma naturopathe qui m'a dit, en même temps, j'étais pas assez ancrée dans la terre. Et elle m'a dit, si vous voulez rencontrer quelqu'un, faut s'ancrer. Et elle m'a dit, arrêtez de nager avec de la musique, entre autres. Et j'ai arrêté de nager avec de la musique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne nagerai plus jamais avec de la musique. Parce vous chantez, du coup, en revanche. Il y a eu un transfert. Dans l'eau, on peut méditer, on peut répéter des choses, on peut prier, on peut... je sais pas, je trouvais ça génial. Et quand le confinement, le premier est arrivé, c'était tellement inattendu et un peu insupportable, je dois dire, en tout cas, enfin pour tout le monde, je pense. Et ce premier mois, là, où rien qu'à l'idée de penser qu'il y avait des gens qui mouraient tout seuls, je me dis, c'est pas possible, quoi. Ça, c'est inhumain, c'est horrible. Je le pense toujours, d'ailleurs. Et voilà, c'était pas possible. Donc, du coup, après, en plus, du coup, on a peur. On a peur de se retrouver à l'hôpital. Et vous êtes sans visite, sans personne. C'est pas possible. Donc le premier mois, ça m'a mis par terre. D'autant que vous êtes plus fragile que d'autres, forcément. Vous avez une greffe du cœur. Mon papa a 85 ans, donc... Rappelez votre parcours, vous avez eu 2 infarctus, évidemment, cette séropositivité, même plusieurs autres, une greffe de cœur, enfin un parcours non, c'est sûr extrêmement douloureux, de maladie et de souffrance. Hein, on est plus fragile que d'autres. Bon, après, j'ai pris aucun risque pendant cette année-là. Mais du coup, que j'ai passé en Bretagne, avec mon papa qui venait dîner avec moi tous les soirs. Au Val-André. Ouais. Mais du coup, je suis rentrée dans une routine. Je me suis trouvé une routine pour tenir le coup, en fait. D'accord. Mais quand on vit depuis 2 ans et qu'il y a ça qui arrive juste derrière, on se dit, c'est un peu con, quoi. C'est dur. Surtout que tout ce que j'avais mis en place, ça prend du temps. Par contre, ça prend beaucoup moins de temps de plus rien avoir, quoi. Je parle par contre du coup des 4 derniers mois. Après, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler. Pourquoi. Mais c'est terrible. Et là, il faudrait que je recommence tout. Qu'est-ce qui s'est passé entre la survivance d'un côté et puis vous sentir plus vivante depuis 2 ans? C'est de l'acceptation, c'est de soi, de son parcours, de sa vie, c'est du pardon, c'est ça a été aussi le début de la chanson. Ça coïncide un peu avec votre incursion dans ce nouvel univers. C'est beaucoup de lâcher prise aussi. Hein. Ouais. Ça correspond avec peut-être aussi Demain nous appartient qui m'a permis, alors j'avais fait une pièce de théâtre juste avant, mais de revenir une comédienne de télé. Et ça m'avait manqué, j'étais en réanimation de ma greffe en 2003, et je me disais déjà, je reviendrai chez TF1. Donc c'est arrivé. Après, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais
Et à partir de là, en effet, comme je regagnais un peu ma vie, ça m'a encouragée à faire cet album. Parce que j'avais un peu de moyens pour le faire, parce que ça coûte de l'argent. Moi, je suis, pour l'instant, en tout cas, autoproductrice toute seule. Enfin, je m'autoproduis. Et du coup, c'est plus difficile. Ouais. Après, oui, on parlera peut-être de ce que c'est devenu, mais c'est vrai que par moments, je me dis, ouais, est-ce que j'aurais dû faire ça? Demain vous appartient. Vous avez arrêté? J'ai arrêté. Alors après, comprendront ceux qui veulent, oui. Comprendront ceux qui veulent, pardon. Les auteurs n'écrivaient plus rien pour moi. Voilà. Après, ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, j'ai pas le droit de dire. Pas de regret. Non. C'est une page qui s'est tournée. Ça a été une belle histoire, mais terminée. Ouais, de revenir. Ça m'a permis de revenir. De reprendre confiance, de me ressentir légitime en tant que comédienne. Puis d'ailleurs, maintenant, on va vous voir sur les planches. Et ça, c'est bientôt, 2023, bientôt, ouais. Bal et Masques. Pas bientôt et pas bientôt. Oui, bon, dans quelques mois, ça passe vite le temps. Donc, dans quelques mois, avec Patrice Laffont notamment. Ouais. Donc ça, c'est un nouveau projet. Sur les planches, oui, ça, c'est quelque chose aussi qui vous puis plaît. C'est une production qui s'appelle Les Lucioles. Et quand ils aiment bien quelqu'un, ils retravaillent avec. Et puis c'est vrai que ça s'est super bien passé. J'ai fait une tournée avec eux, avec Christian Vadim, c'était sa Station Bonne Nouvelle, qui était une comédie romantique. Et c'était génial. J'ai adoré faire ça. Parce que je passais du rire aux larmes, j'étais un peu fofolle, très libre. Je sais pas, je me suis éclatée. Et du coup, il y a quelque temps, ils m'ont proposé de repartir en tournée, du coup. Et dans cette pièce, Bal et Masques, qui est une comédie aussi. Charlotte, je vous propose la deuxième partie de cette émission. C'est le moment où je vais m'éclipser. Je vais vous laisser seule devant 4 mots. À vous de nous les éclairer. Et je les vois où, les mots? À ma place. Voilà. À la place de moi, il y aura des mots. Ah, d'accord. Mais... MOTS. Oui, bien sûr, mais comment il va vous allez voir, vous inquiétez pas. À tout de suite. Ok. Est-ce que vous êtes bien depuis tout à l'heure? Oui, ça va, je suis bien. Allez, je vous propose mon premier mot, qui est optimisme. Optimisme. Eh bien, je pense que je suis assez optimiste. Quand je ne suis pas en bas, je suis optimiste. J'ai une putain de niaque à l'intérieur de moi, que j'ai toujours eu, pour vivre. Et donc, je rebondis beaucoup. L'espoir aussi. Que je pourrais associer avec optimisme. Et cette niaque pour la vie, qui doit mener normalement après au bonheur, quelle que soit la façon d'être heureux, eh bien, j'ai survécu tellement longtemps que je me dis que dans cette deuxième partie de vie, où j'apprends et je vais devenir donc heureuse, ça sera comme un dessert, du coup, la fin du repas. Ça sera un gros dessert vachement bon, fait par un grand pâtissier. Une bonne, je sais pas, avec de la meringue, de la framboise, un vacherin, un super vacherin, super bon. Et voilà, et quand se grefferont d'autres choses, dont un homme, par exemple, ça sera la cerise sur le gâteau. Parce que je me connais bien maintenant. Vous avez utilisé le mot greffe. J'ai utilisé le mot greffe. Là ? Oui, quand se greffera un homme
Absolument. Ah, c'est marrant. Non, j'ai pas dit greffera à un homme. Si, Enfin, vous avez employé le verbe. c'est vrai, c'est vrai. Quand se greffera un homme, j'ai dit. Pas exactement comme ça, mais c'est allé ensuite vers l'homme. Petite parenthèse, on parlait d'optimisme. Vous avez écrit presque un manuel d'optimisme. L'optimisme vrai, ça c'est dans Oui, chaque la jour charlothérapie. j'écoute. Oui, exactement, qui apparaît dans chaque jour j'écoute battre mon cœur, Ouais. votre livre de 2018. C'est presque un manuel d'optimisme. Oui, 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 où on a regroupé avec Jean plein de méthodes, d'exercices à faire qu'on a pris un peu partout, en racontant aussi des choses de ma vie. Et voilà, oui, oui, non, c'était oui, la charlothérapie, c'est l'optimisme vrai. C'est de ne pas se projeter dans le futur, alors surtout alors qu'on ne le connaît pas. Donc le passé, c'est passé, et le présent est important. Et on ne peut pas dire je serai jamais, j'aurai jamais, parce que c'est. Bon, enfin, voilà, juste on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Alors, il peut se passer des trucs dramatiques et il peut se passer des super choses. Donc voilà, c'était ouais, plein de petites réflexions et d'exercices et pour arriver justement à de moins en moins penser au futur, qui nous gâche souvent la vie. Quels sont vos exercices préférés à vous d'optimisme? Ah, mes exercices d'optimisme. Mais moi, je suis une optimiste, donc j'ai pas besoin de faire d'exercices. Je m'en sors bien, non? Très bien. Vous écrivez, il ne faut pas être heureux, mais plus heureux. C'est toujours dans le même livre. Ah non, je réfléchis à ce que je peux... Putain, la fille qui bloque. Non, non, alors... Ben, je trouve ça pas mal, moi, de se dire ça, parce que c'est une envie d'aller toujours plus loin, de s'améliorer, de se poser des questions. Comment je peux être plus heureuse? Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc ça va avec une réflexion sur soi-même, une remise en question, du lâcher prise. Et voilà, et qui nous permet, qui me permettra, j'espère un jour, avant de partir ailleurs, d'être plus heureuse. En même temps, jusqu'à maintenant, la vie est un peu compliquée, donc normalement, j'espère que ça sera moins compliqué d'être plus heureuse. C'est un peu de la méthode Coué, l'optimisme pour vous? Non. Non, je pense pas. Toujours dans le même livre, Ouais. vous écrivez « L'optimisme passe par la vérité ». Bah, la vérité, oui, parce que si on... C'est basique, hein, mais si on se ment à soi-même, si on ne veut pas savoir ce qui nous a, je sais pas, traumatisés ou les trucs qu'on a entendus jeunes et du coup qui nous empêchent d'aller plus loin parce qu'on nous a dit, je sais pas, comme ma maman par exemple, oui, tout à l'heure, qui me disait, ouais, mais t'es pas en rythme, etc. Ben, à un moment donné, on arrête. Et donc, des gens ont pu entendre, t'es pas beau, t'es bête, tu sais pas travailler. Et ça rentre en nous. Mais la vérité de soi, si on creuse un peu, si on travaille dessus, si on plonge dans son intérieur, eh bien après, l'optimisme qu'on a, en tout cas, il est vrai. Voilà. En tout cas, c'est ce que vous avez fait en dévoilant votre histoire, votre séropositivité dans L'amour dans le sang, Cherche Midi. Vous avez été complètement vrai, ce qui était difficile à l'époque, puisque on vous avait conseillé de vous cacher. Non, en 1986, on m'a conseillé de me cacher, de ne pas en parler. Oui, avant. Oui, non, oui. C'est ce que je veux dire, quand vous étiez plus jeune. Oui, en Donc, 2005... pendant longtemps, on vous a plutôt conseillé le mensonge, finalement. Non, le non-dit. Le non-dit.
Ce qui est très compliqué, les non-dits. Hein. Non-dit et mensonge, c'est pas tout à fait la même chose. Bah non, Ça se rejoint non un parce peu. que mensonge, c'est si j'avais dit que j'étais rien du tout alors que j'étais séropositif, par exemple. Ça, c'est un mensonge. Mensonge par omission. Non, pourquoi vous dites un mensonge? Un non-dit alors. Bah, moi, je trouve que c'est plus un non-dit. C'est oui, un mensonge, ça serait que je sais pas, que je profitais des gens et que je leur en parlais pas. Un non-dit, c'est plus oui, on vous dit chez vous. Et d'ailleurs, je n'en parlais jamais chez moi. Hein, on n'en parlait pas. Hein, on vous dit n'en parle pas. Donc pour moi, c'est plus un secret, un non-dit qu'un mensonge, vraiment. Hein. Oui, ce que je voulais dire, c'était dans un sens de protection finalement. Oui, mais c'est pas un mensonge. Ça reste de la ça reste de la... Je suis têtue. Hein. Ça reste de la... Bretonne. Ça reste de la protection, bien sûr. Et mes parents l'avaient très bien compris. Après, c'est dur aussi au sein de sa famille de ne pas en parler. Ma mère, elle osait même pas le dire à sa sœur, à sa meilleure amie. C'est dur, hein. Et par contre, dès que quand je rencontrais quelqu'un d'intime, ou j'en parlais, donc je mentais pas. Voilà. Je vous propose le deuxième mot. Ah oui, on reste longtemps sur un mot. Quelques minutes. On l'a déjà évoqué celui-ci dans la première partie. C'est solitude justement. Ok, donc je vais répéter ce que je disais. Ou pas. Ou pas. Bien, la solitude, ça me touche parce que, surtout après ma greffe, eh bien, je me suis sentie très seule. Et j'ai été dans une solitude forcée, qui venait peut-être de moi aussi, hein. Mais toujours est-il que pendant plus de 10 ans, j'étais un peu seule chez moi, avec plein de moments où je pleurais, n'étant invitée à rien, n'ayant pas eu de mots d'encouragement de pas grand monde. Par contre, pendant 2 fois 5 ans, j'ai eu 2 copines qui me permettaient de sortir de chez moi pour aller les voir, dans une pôle avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Alors on fumait, c'est con. Hein. Et on s'occupait de nos enfants, on les emmenait au manège, tout ça. Et elle me disait tout le temps, elle venait de la DAS, elle avait super été maltraitée dans des familles d'accueil. Elle a une sorte de désinvolture comme ça, et elle me disait tout le temps, ça va aller, ça va aller. Alors elle se le disait aussi pour elle-même, mais pour nous deux, ça va aller, ça va aller. Donc j'allais la voir pour l'entendre dire, ça va aller, ça va aller. Mais n'empêche qu'un ça va aller, quand on n'est pas bien, eh ben ça fait du bien. Et une deuxième, qui était coiffeuse en face de chez moi, et pareil, elle était positive, pareil, en disant... Alors, je crois qu'elle me disait ça va aller aussi. Bon, elle parlait beaucoup, celle-ci. Mais j'ai une bonne écoute, et on me parle souvent, facilement. Et du coup, si j'avais fait payer comme psy, j'aurais été super riche au bout de 5 ans. Voilà, donc j'ai passé ces années comme ça, en fait. Et des gens avec qui j'avais travaillé, voilà, il y avait pas mal de silence. Du coup, cette solitude, au lieu d'aller vers l'extérieur, je suis rentrée encore à l'intérieur. Donc après, c'est manque de confiance, on n'attire pas les bonnes personnes. C'est compliqué, quoi. Heureusement que j'ai eu... j'ai cru que c'était une bête. Que j'ai eu Netflix et la lecture. Ça m'a hyper aidée. Alors en même temps, c'est un oubli hein, quand on se plonge dans des choses où on est passif, en fait. Hein. Mais je vivais par procuration des
des histoires, des aventures, des Vous histoires lisiez d'amour. quels auteurs? Zola, j'adore Zola, moi. Après, des gens pas forcément connus. J'alternais polar, mais je peux pas vous dire de qui, quoi. C'est pas très gai, Zola. Non, mais Quel Zola? je suis attirée par les choses qui sont pas gaies, je dois dire. Je suis très attirée par tout ce qui parle de la Seconde Guerre mondiale, depuis des années. Je sais pas pourquoi, je sais pas de quoi ça vient, en fait. Je me pose la question. Bon, j'ai pas encore répondu à cette question. Zola, oui, c'est vrai que c'est pas gay, mais alors Germinal, waouh, j'adore. Parce que peut-être que ça permet aussi de se dire, finalement, on a de la chance. Et puis il écrit bien, je sais pas, c'est vachement, c'est humain. Parce que les gens qui ont du mal, parfois, je sais pas, entre eux, ils sont souvent plus solidaires que d'autres qui ont de l'argent. Et au Bonheur des Dames, et l'Assommoir, entre autres. Du coup, après, j'ai lu quoi? Voyage au bout de la nuit, Paul Auster, j'ai repris, j'ai lu quelques Balzac. Non, et puis après, voilà, j'en ai lu trop, en fait, pour me souvenir des noms. Mais après, je vais à la librairie, et puis voilà, je regarde les derniers auteurs. Et dernièrement, par contre, il y a un auteur sur lequel j'ai complètement craqué, c'est Luca Di Fulvio. C'est un Italien. Ah, et oui, et Ken Follett aussi, j'adore. C'est le gang Le gang des rêves. des rêves. Et j'adore, oui, voilà, et j'adore les sagas. Donc j'ai lu beaucoup de sagas. J'adore ça. J'enchaîne quand même avec mon troisième mot. On parle de livres. Il y a les livres et puis il y a les guides parfois aussi. Je fais une transition un peu compliquée. Mais le troisième mot, c'est guide. C'est guide, ok. J'aurais bien aimé avoir des guides, moi. Enfin, sur Terre, hein, je parle ici dans la vie. J'aurais adoré. Vous n'en avez jamais eu? Un guide qui m'explique la vie, qui avance avec moi, qui... Non. Mes guides, c'était mes psys. Pas d'ange gardien? Ah si, par contre, ça, j'allais y venir. Mais je vous parle de sur Terre. Si, après, des guides, oui. Enfin, j'ai eu ma mère, surtout. Beaucoup ma maman, quand elle est décédée, était avec moi. Enfin, je le sentais vraiment, quoi. Puis je lui parlais. Puis quand j'étais mal, que je pleurais, je lui parlais. Et je parlais à Dieu aussi. Puis au bout de quelques instants, ça retombait, je redevenais calme. Je disais, waouh. Et puis, moi, j'ai perdu beaucoup de gens, mais pas... Des amoureux qui se sont suicidés. Pas mal qui se sont suicidés, d'ailleurs. Une amie que j'aimais beaucoup... La première personne qui s'est suicidée autour de moi, j'avais 14 ans. 15 ans. Et lui, il avait 15 ans aussi. Du coup, ouais, il y a eu une période où je leur... Enfin, je sais pas, j'étais bien d'être... Il y a 3-4 ans, je pense. Je passais mon temps, en fait, à être avec eux, à leur parler, à leur dire « Ouah, ce serait bien qu'on se retrouve. Vous pouvez pas venir... Venez dans mon salon, on va discuter. » C'est pour ça que la naturopathe dont je vous parlais tout à l'heure, je sais pas si c'est à vous, en dehors de l'émission, je sais plus, ou si j'en ai parlé, me disait... faut vous ancrer, parce qu'elle sentait que j'étais pas là, quoi. Et c'est vrai que j'étais pas là. En plus, je faisais beaucoup de yin yoga, déjà, à ce moment-là. J'écoutais de la musique, en plus, pareil, planante. Des mantras, mais très jolis, hein, pas des trucs lourds. Et du coup, en plus, à ce moment-là, la naturopathe m'avait dit, arrêtez le sucre pour vous aider à dormir. Et j'ai arrêté le sucre. Et au bout de 6 mois, sans me rendre compte, j'avais perdu 10 kilos. Et je me souviens, un jour, je sors dehors. J'étais avec ma musique, fallait pas m'emmerder par contre. J'étais vraiment ailleurs.
Vous êtes toujours avec la même naturopathe? Là, je l'ai vu moins souvent. J'avais peut-être moins besoin. Oui. Et je me souviens, Peut-être arrêter de maigrir. j'allais chez une masseuse. Ah ouais, non, mais quand j'ai vu sur la balance que je faisais 45 kilos, j'ai compris que je tombais par terre, hein. Et du coup, un jour, je vais chez une nana qui massait. Oh là là, c'était trop, trop génial. C'était des massages ésotériques. Elle a arrêté maintenant. Et il y avait les gilets jaunes qui passaient. Et en fait, je me suis cassé la gueule par terre, quoi. Parce que je planais. J'ai pas besoin de drogue pour planer, hein. Vous étiez très légère aussi à ce moment-là. Oui, aussi. Mais voilà, hein, rien en fait. Mais en effet, j'étais bien. Enfin voilà, je parlais à mes guides là-haut, et puis je pense qu'on en a peut-être d'autres, mais c'est sûr que j'ai des anges gardiens, quoi. Vous m'auriez dit ange gardien, ça aurait été plus simple que guide, parce qu'un guide, ça peut être un guide au musée, ça peut être un guide qui vous font découvrir Paris. Donc, oui, de toute manière, j'ai forcément... Il y a des guides terrestres et des guides célestes, Oui, c'est sûr. bien sûr, mais ça aurait Et été vous plus l'aviez simple. dit. Mais comme ça, on ouvre parlait plusieurs portes. Mais c'est sûr que j'ai des anges gardiens, hein. C'est pas possible autrement, de toute manière. Sinon, je serais morte. Et des anges chrétiens aussi? Ou il y a des saints chrétiens? Non, mon père est très cathéo même. Non, il n'y en a pas, sincèrement, hein. Non, je préfère imaginer les humains, en fait. J'ai l'impression qu'ils m'écoutent plus. Alors Dieu, j'avais l'impression qu'il m'écoutait quand j'avais 20 ans. Il m'a calmée plusieurs fois. Je me disais, mais j'avais un côté un peu... que j'ai complètement perdu, hein, mais un côté un peu mystique. D'ailleurs, je me disais, est-ce que je n'aurais pas de bonne sœur? Et au fur et à mesure du temps, évidemment, pas mal de fois, j'ai perdu la foi. Évidemment aussi, parce qu'on se dit, pourquoi ça tombe toujours sur moi? Surtout quand on a du mal à se relever. Alors bien sûr, on nous dit, de toute manière, ce qu'on nous envoie comme épreuve est à la hauteur de ce qu'on peut assumer. Mais bon, quand même. Alors pendant le confinement, j'ai lu Sainte Thérèse j'ai lu... oh mince, comment elle s'appelle? Ils sont plusieurs, mais elle a consacré sa vie. Elle venait d'une famille... avec plusieurs enfants. C'est Sainte Thérèse de Lisieux ou Sainte Thérèse d'Avila? C'est Sainte Thérèse de Lisieux qui avait des frères et sœurs et qui a voulu très jeune aller... Oui. Ouais, d'accord. Donc j'ai lu sa vie et ses lettres, etc. Voilà, ça fait un peu un choc, hein, de voir comment... Non, c'est pas un choc. C'est un peu incroyable, quoi, de voir à quel point elle vouait sa vie à ce qu'elle appelait son mari, qui était Jésus. Et elle a dit une chose, elle disait un truc, et ça m'a un peu parlé, mais moi, j'arrive pas beaucoup à faire les choses régulièrement. Et du coup, elle disait, quand on n'arrive pas, parce que quelqu'un avait dû lui dire comment on fait pour prier. Et elle avait dit, commencer par Marie, en disant la prière pour la Vierge Marie. Et tout d'un coup, ça par contre, ça fait tilt. Je me suis dit, oui, Charlotte, t'as pas été très humble, finalement, en voulant parler à Dieu tout le temps. Et je me suis dit, ben oui, ça va changer si je passe par Marie. Elle va m'écouter parce que c'est une maman. Donc voilà, je l'ai fait un peu. Et puis dernièrement, j'ai encore eu des choses difficiles, donc voilà, après on a du mal, quoi, c'est difficile d'avoir la foi tout le temps. Et par contre, j'ai accompagné par exemple mon père à la messe de Noël, où j'allais plus, hein. Et dans l'église, parce que mon père est dans la chorale, et je me suis dit, il faut que j'aille l'entendre chanter quand même. En plus, c'était magnifique, leur chorale. Wow. Et bien, je pleurais.
Et souvent, quand je rentre dans une église ou quand je rentrais dans une église, il m'arrivait un peu la même chose. Puis je me sentais vraiment écoutée. Et puis quand on va pas bien, après, Enfin, moi, quand je vais pas bien, j'oublie voilà, de prier, quoi. Prier, justement, c'est mon dernier mot. Non. C'est ma prière païenne. Prier. Bah, je pense que c'est ce qui a de plus, enfin, ce qui m'a marqué le plus, c'est ce que je viens de vous dire, en fait. Par rapport à l'humilité de passer par Marie. Votre mère avait une médaille de la Vierge Marie. Ah, ma mère, elle priait que la Vierge Marie. Elle a dû prier beaucoup pour moi. Donc la Vierge Marie doit me connaître parce qu'elle a dû beaucoup entendre parler de moi. Oui, ma maman, voilà, était... Et elle a été entendue. Vous êtes toujours là. Ah oui, c'est... Non, mais j'ai des anges gardiens, de toute manière. Hein. Et puis ma mère est certainement le plus puissant. Hein. Alors je l'entends plus maintenant, hein. Je l'ai laissé partir. Donc elle est plus là. Enfin, elle est moins là, en tout cas. Elle est moins proche. Vous l'entendiez? Alors j'entendais... J'entendais pas sa voix qui sortait d'une enceinte. Hein. C'est pas un truc magique. Sa présence. Mais ouais, non mais grave. Hein. En plus, juste après, je suis allée faire une pièce en Suisse. Et le mec était désagréable. Waouh, horrible. Du coup, je me suis dit, comment je vais tenir? En plus, j'étais toute seule là-bas. Donc, sur scène, heureusement, je pouvais le faire, j'avais mis un cadre de ma maman. Et du coup, pendant la pièce, je la regardais. Et ben, ça m'a vachement aidée. Hein. Elle m'a vachement aidée à surmonter ce truc. Et pendant vachement longtemps, non mais pendant super longtemps, oui, je la sentais près de moi. Je vous dis, quand j'étais pas bien, je lui parlais. Enfin voilà, au bout de 10 minutes, j'étais calmée. Ouais, elle était là, vraiment là. Par contre, ça a été super dur de perdre sa mère. J'espère que... J'espère que ça ne fera pas la même chose avec mon père. Bien que ça soit un truc qui me fait super peur, en fait. Et je sais que mon père va regarder l'émission, mais... il va trouver ça dur, ce que je dis, mais... Parfois, je me dis qu'il faudrait pas que j'aille à son enterrement, en fait. Parce que c'est trop dur. J'aime pas les enterrements. Mais voilà, je pense que j'irai parce que je sais qu'il y tient. Mais... voilà, donc j'ai très peur de ça. Moi, je préférerais partir avant, en fait. Bref, voilà. Et je pense que pareil, je le sentirai sûrement, j'espère en tout cas, autour de moi comme ma maman. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est la façon dont on conçoit la mort en Europe, en France en tout cas, avec... alors j'aime bien les prières, mais moi je ne comprends pas pourquoi les prêtres ne peuvent pas épouser des femmes. Je ne comprends pas pourquoi les messes ne sont pas plus légères, pourquoi on ne chante pas des chants qui sont plus gais. Je suis allée chez les évangélistes. Alors après, ça c'est too much dans un autre sens. Mais ça me fait pas rire du tout en fait. Et là,
judéo chrétien, enfin chrétienne, ou qui est basée sur la, enfin en tout cas ce que nous enseigne sur la culpabilité, dont on met des années après pour s'en sortir, la mort, paguer, aller voir les gens qui sont morts. Même si on le fait quand on veut, mais on nous incite plutôt à aller voir, parce que ça va être les dernières fois qu'on voit. C'est trop lourd, en fait. C'est beaucoup trop lourd. Et moi, je rêverais d'être comme faisaient les Vikings, parce que je pense que je suis une Viking. Et ça m'a beaucoup aidé, d'ailleurs, de me dire que j'étais une Viking. Et aussi, en Inde, ils font beaucoup... C'est d'être avec du bois, plein de bois, d'être recouvert, et d'être brûlé. Et peut-être que je mettrai ça d'ailleurs dans mes derniers. J'ai pas envie d'être enterrée. Dans une boîte, en plus je suis claustro. On n'a pas besoin d'avoir. Moi, pour parler à ma maman, j'avais pas besoin d'aller sur sa tombe. Alors quand j'y allais au début, bien sûr, je lui parlais là, mais je lui parlais quand je voulais, en fait. C'est comme Dieu, à qui j'ai parlé très souvent, même si c'était peut-être un peu direct. J'avais pas besoin d'aller à la messe pour lui parler. Et alors, je dis pas qu'il n'aurait pas préféré que j'aille à la messe. Vous-même, vous êtes une maman aussi. Et vous avez une jeune fille. Ouais, elle a 22 ans. Non, parce que vous disiez par rapport à votre père que parfois vous pensiez vouloir partir avant. Ouais. Vous avez une fille. Ouais, mais ça change pas. Je pense la même chose quand même. Hein. Pour moi, ma fille, elle croit en rien, donc elle dira jamais ça. Hein. Voilà. Donc ma fille, c'est ma fille. Elle a un fort caractère. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle va. Elle croit pas. Son père n'a jamais voulu qu'elle aille au catéchisme, etc. Et Tara ne dira jamais. Je pense, je voudrais partir avant toi. Alors là, je pense que... On n'est pas pareil avec ma fille. On n'est pas pareil. Voilà. Par contre, moi, je peux le dire, ouais. Et je le pense. Mais elle serait seule. Sans non, maman. Elle serait pas seule. Sans maman, oui, mais elle serait pas seule. Hein. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Pas qu'elle puisse faire la même chose que... Sincèrement, je suis pas sûre qu'elle... Après, je peux pas savoir en même temps. Peut-être qu'elle cache des choses. Peut-être qu'elle se protège. Comme vous le disiez vous-même, la mort d'une maman, c'est terrible. C'est difficile. C'est difficile aussi, je trouve, dans ce monde, sincèrement. Hein. Voilà, où la mort n'est jamais légère, alors qu'il y a plein de cultures où, voilà, c'est une continuité. En plus, nous, les chrétiens, j'ai une cousine ils sont très catholiques dans ma famille, qui me disait qu'à mon âge, et que me disait de toute manière, en gros, presque qu'elle attendait le jour où elle mourra, parce que après, ça sera mieux. Et ben moi, je peux pas parler comme ça. Ça sera certainement bien, j'espère. Mais on est toujours imprégné quand même de ce côté, ouais, mais est-ce que finalement, tu as été très bien dans ta vie peut-être qu'il y aura des étapes à passer encore après. C'est pour ça que la mort fait peur. Vous avez beaucoup de culpabilité? J'en ai plus de culpabilité. Culpabilité de quoi? Non, par contre, j'ai mis des années à m'en sortir de la culpabilité. C'est ça qui est horrible. Et je pense pas être la seule. Parce que c'est une religion qui nous culpabilise. Et avec l'enfer, le paradis. Donc il reste toujours un petit truc de ça, quand on a été élevé là-dedans, de est-ce que j'ai fait assez bien pour que ça soit tout de suite sympa quand je pars. Et purgatoire.
Et puis c'est pas gay, quoi. C'est pas gay. C'est pas très gai. Non, mais les chants sont pas gays. Je reparle à la messe, là. Les chants sont pas gays. Ça suffit, quoi, moi, je trouve. Ça suffit. Mettez des chants gays. Le gospel, c'est gay. C'est vrai. Voilà. Plus de gospel. Bon, On ou lance des- un appel Ou des chants, je veux bien à des l'Église de chants, France. mais sincèrement, hein. C'est pour ça que Plus les de jeunes... gaieté et de joie. C'est pour ça Allez. que les jeunes, ils se barrent chez les protestants. J'ai été quelque temps chez les protestants, parce que je voulais voir ce que c'était. Non pas que j'ai un problème avec la Vierge Marie, mais les chants, déjà là, ils sont beaucoup plus gais. Et la façon dont on nous parle, le pasteur, il se sert de... Là, je trouvais ça génial. Hein. Il se servait de séries qu'on aurait pu voir, ou de livres qu'on aurait pu lire, pour comparer la parole de Dieu avec la vie de tous les jours. Ben, moi, ça m'a marqué, voilà. J'y vais plus, hein. Voilà. Allez, Charlotte. En tout cas, vous avez bien compris ce que je pense. Oui. Je vous rejoins pour la conclusion. À tout de suite. Vendez. Je viens. Charlotte, je suis de retour près de vous. Allô? Alors, comment avez-vous vécu cette expérience? Proche du confessionnal ou et non, proche pas du du tout. cabinet de psy aussi? Ah non, pas du tout confessionnel. Hein. Non. Mais j'ai rien Est-ce à que vous confesser, là, connaissiez moi. Non, parce qu'on est sur KTO, donc c'est un peu pour ça que je dis Je ça. sais, il y avait un jeu de mots, mais non, je ne me suis pas... Non, pas confessionnel du tout. En plus, c'est pas Et gay, psy confessionnel, le truc là, en bois. Là, non. Faites votre ressenti, en fait. simplement. Mon ressenti, c'est que vous allez creuser à l'intérieur des gens. Voilà. Donc, voilà, vous êtes allé... Enfin, vous n'avez pas choisi des mots au hasard, j'imagine. Donc, voilà. Et puis, vous avez vu, moi, quand je ressentais les choses. Après, il n'y a pas de mots particuliers à mettre sur ce que je viens de vivre. À part que je vais être fatiguée en sortant, c'est tout. Et justement, vous le vivez un peu comme une intrusion, finalement? Ou Non, non plus. Non, parce que je comprends qu'on... ou n'est-ce pas juste le miroir qu'on a Qu'on essayé parle de de poser ces avec questions. des mots? Non, non, mais je comprends. Non, enfin voilà, non, mais j'ai pas eu de... Ouais. Je sais pas... C'est pas d'intrusion, mais c'est très intime. En même temps, je suis très transparente. Hein. Dans mes livres, j'ai toujours été transparente. Je suis quelqu'un, justement, qui n'aime pas le mensonge. Donc, qui n'aime pas les non-dits. Oui, ça, on en a parlé. Ouais. Pour ça que Cette différence. Mais entre- j'aime pas les mensonges. Vous pensiez que c'était un mensonge, mais en dehors de ça, je déteste... ma mère détestait le mensonge. Et du coup, j'étais comme elle. Peut-être Vous maintenant, êtes un ça me livre dérange ouvert. moins. Ça me dérange moins. Je pourrais mentir aujourd'hui, mais pour des bonnes raisons. Hein. Disons que quand on a quelqu'un en face de nous qu'on n'aime pas, s'il faut sourire, faire genre « t'es magnifique », ça ne me dérange plus. Voilà. Pendant des années, je n'ai pas su faire. Voilà, donc je deviens diplomate. Avec l'âge? Avec l'âge. Enfin, et l'expérience, ouais, l'expérience de la vie. Vous restez quand même à fleur de peau? Bah, si je l'étais pas, je pense que j'aurais pas pleuré en parlant de ma maman. Je suis très sensible. Très forte et sensible. Très humaine Entière, ouais, humaine et très généreuse. et vivante? Vivante quand je vais bien. Enthousiaste. Mais je vais pas toujours Optimiste aussi, c'est un des mots qu'on a bien. utilisé. Ouais. Mais je suis Quel pas est le mot toujours, qui vous a le plus marqué finalement? Le mot Le mot. Le premier, je crois. Enfin, je sais pas, peut-être parce que je le Le vois... premier, c'était optimisme. Ouais, mais je le vois écrit, je sais pas. Alors, premier, après, je me c'était souviens, hein, optimisme. solitude, guide... Et prière, c'était le prière, dernier. voilà. Qui... Non, tous, à leur façon, tous, ils sont intéressants. Mais j'ai eu aussi des moments de dépression. Hein. Je sais pas si sur KTO, il y a des gens dépressifs qui regardent, mais sûrement. Mais ils sont peut-être plus dans la prière, mais
j'aimerais bien dire... Parce qu'il y a quelque temps, j'ai traversé une période vraiment compliquée. Et j'allais plus sur les réseaux sociaux. Et puis à un moment donné, j'ai dit Charlotte, dis-leur, parce qu'il y a un moment donné. Donc j'avais dit, bah, écoutez, c'est compliqué. Voilà, j'ai pas parlé de dépression, j'ai dit c'est compliqué. Et ben il y a quelqu'un qui m'a dit, et j'ai adoré, c'est le truc que j'ai retenu, quoi. Il m'a dit, merci Charlotte, c'est rafraîchissant d'avoir un artiste qui parle, qui dit qu'elle va pas bien, alors que tout le monde fait semblant d'aller bien. Je trouvais ça incroyable, comme, rafraîchissant. Ça fait écho à la pièce de théâtre que vous allez bientôt jouer, Bas les masques. Ouais. Vous enlevez souvent les masques. C'était le cas là, sur les réseaux sociaux, donc. Et avec nous, ce partage. Merci beaucoup. Allez, on termine sur une note plus gaie. Donc, Bas les masques, où on vous voit sur scène en 2023. Vous partez en tournée. Et puis, dans les bacs... Et une deuxième après, hein, Les Braqueuses. Et Les Braqueuses, à suivre aussi. Et dans les bacs, on peut vous entendre, vous écouter en chanson. Oui, et puis sur toutes les plateformes musicales. Hein. Et sur toutes les plateformes, parce que maintenant, il y a du streaming. Ouais, Charlotte Valandré, à tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez l'entendre. Puisque personne ne sait que je chante. Au moins, maintenant, vous savez que vous pouvez aller écouter. Voilà. On va peut-être vous entendre chanter dans les églises. Ouais, c'est beau de chanter dans les églises aussi. Nous avions reçu Michel Thor qui chantait dans les églises. Ouais. Non, mais en même temps, là, j'en suis pas là parce que... Non, voilà, c'est compliqué. Alors après, je me dis, voilà, l'album, il est fait. Maintenant, et puis peut-être qu'il sort... Du coup, il aura une deuxième vie dans 1 an ou dans 1 an et demi. Il existe, là. Quand ce sera plus simple après. Je vous le souhaite, en tout cas. Merci beaucoup, Charlotte Valandré. Merci à vous. Derrière vos écrans, vous pouvez retrouver le replay de cette émission sur ktotv.com. Salut, papa.